Et sur quelle caméra? Sur celle-là. Salut les geeks lumineux, Emmanuel Pampuri, dans ton poste et pour une fois en direct, en live, depuis Offcourt, Trouville. Je vais donc débuter une série de petites émissions où on va parler chiffon ensemble, avec des invités, avec du matériel, avec tout un tas de choses plus ou moins intéressantes. Et tout de suite, c'est le moment d'envoyer le jingle. Donc voilà, un magnifique jingle, n'est-ce pas? Il fallait un jingle, c'est le début, c'est une émission, on fait un peu comme si c'était la télévision, tout ça, même si c'est pas vraiment la télévision. Et j'ai avec moi un invité qui va nous parler de son retour d'utilisation de différents matériels que je lui ai passés, qui s'appelle Charlie. Salut Charlie. Tu peux te présenter un peu, nous dire qui tu es, ce que tu fais, d'où tu viens, tout ça, enfin, dans l'ordre. Eh ben, écoute, moi je suis. Alors, on t'entend pas, je crois. Ah, pardon. Est-ce qu'il faut lui donner un autre micro ou pas? On va te donner un autre micro. C'est voilà, c'est les problèmes du direct, c'est qu'on croit que tout est prêt et en fait tout n'est pas prêt. Voilà. Et donc Charlie est chef opérateur. Tu préfères qu'on dise chef opérateur ou directeur photo? Bah en fait, attends, je vais te prendre le micro. Donc on va voilà. Est-ce Micro de secours. Est-ce que ça marche? Est-ce que ça marche? Ouais, non. Ouais, c'est ouais. bien. Ok, Alors, mets super. bien ton micro, c'est comme Je vais bien mettre mon micro comme sur ça. le menton là, tu Sur le menton ouais, comme ça. comme si c'était On une entend sucette, tu vois, mais Ok. tu tires pas la langue. D'accord. D'accord. Ouais. Là, ça marche bien. Donc Super. en fait, on recommence. Charlie, donc tu es chef opérateur ou directeur de la photographie, c'est selon. C'est selon, sachant que je travaille plus comme assistant caméra, donc Ouais, mais ça, directeur on s'en photo fout, ça. comme chef opérateur. Pour moi, je trouverais ça un petit peu exagéré, mais écoute, cadreur et essayer de faire technicien de lumière. D'accord. Les deux. Et donc voilà, donc j'ai 26 ans, je travaille essentiellement comme assistant caméra pour gagner ma vie, et puis je profite de tout ce qui est kino, court-métrage et tout ça pour pouvoir aussi m'amuser dans tout ce qui est cadre, pouvoir tester de beaux appareils comme ça, qui sont un peu alternatifs, où on peut faire de très belles images avec, pour justement essayer de faire de belles images aussi. D'accord. Donc tu as eu l'occasion de travailler avec la délicieuse Ève Dufaux qui cette année me lâche. Voilà, Ève a décidé que en fait c'était fini entre nous et qu'il fallait que je me débrouille tout seul. Donc je suis un peu triste parce qu'elle m'a accompagné à présenter Pampuri Show. Voilà, mais elle en avait marre. Il paraît que je la prenais pour une potiche, pour une plante verte. Voilà. Mais elle le fait bien quand même la potiche plante verte. Elle fait très très bien la potiche. Ouais. Je pense qu'elle se plaît beaucoup dans ce personnage-là D'accord. et qu'elle en joue énormément. Donc vous avez tourné un kino qui va être diffusé ce soir. C'est ça, ouais, tout à fait. Ouais. Et, on a tourné ça hier. Et c'est quoi ton approche quand tu travailles sur ce genre de film, toi? Bah écoute, mon approche c'est celle d'adopter celle du réalisateur ou de la réalisatrice en l'occurrence. Et voilà, de voir, de lui proposer lui proposer des images de ce qu'elle me raconte et de voilà ce qu'on a fait par exemple avec le premier plan qu'on va essayer de montrer là. Le micro sous ton Excuse-moi là, comme ouais, ça c'est mieux. C'est juste que sinon on est obligé de mettre le son plus fort et du coup ça marche pas. Est-ce que là ça marche mieux? Ouais, c'est mieux. Tu me dises. Toujours pas. Comme ça, regarde, je te montre. Voilà. Je le fais qu'une fois, tu vois. Michel Drucker, bonjour. Ok, d'accord. Ok, comme ça. Tu poses comme ça. Une fois que c'est posé, ça marche mieux. Ouais, c'est pas que c'est comme ça après tout. C'est un métier. Hein. Parce que après, tu as tendance à vouloir parler avec le micro. Ouais, d'accord. Et avec le micro dans la main. Okay, tu fais comme ça, puis après, le micro il s'éloigne de ta bouche, après, on n'entend plus rien. Et du coup, toi, tu as un micro comme ça qui est bloqué. Moi, j'ai un micro ici parce qu'en fait, je manipule des trucs et des machins. Ok. Voilà, ouais, c'est mon côté. J'ai appris que ça s'appelait un micro Madonna, en fait. Ouais, je vois le concept. Ok, d'accord. Like a virgin. Donc oui, excuse-moi, je t'ai interrompu dans le... Ouais, non, je te disais que l'approche, là en l'occurrence, elle s'était faite en adoptant le point de vue de Ève, qui était ce premier plan, on essayait d'avoir un premier plan assez cinématographique de notre personnage principal et tout ça, de sortir, on est là en gros sur ce premier plan-là où on est vraiment dans sa tête, dans ses pensées et tout ça, être bien focus sur elle. Et puis un petit travelling arrière et tout ça qui nous permet de découvrir un petit peu
l'univers, la réalité, et en fait le voir un personnage qui est plutôt en fait décalé par rapport à cette réalité-là. Voilà. Donc en fait, quand tu as un réalisateur qui te fait part de ses envies, que tu lis un texte, tout ça, que tu parles du cadre avec lui, tout de suite, toi, tu interprètes quelle focale je vais utiliser, comment je vais cadrer, comment je vais gérer ma lumière. Ouais, bien sûr. Après, tu as des idées qui te viennent et tout ça. Ouais, c'est ça. Tu as un scénario et puis tu réfléchis à comment on va filmer ça. On est dans un kino. Du coup, elle est en extérieur et tout ça. Du coup, dans la rue, elle va interpeller des passants. Bah écoute, ça va être on va choper ça à l'arrache et on va choper ça, on va voler des plans, quoi, comme on dit. Et du coup, on va se mettre en longue focale et puis ça va donner un aspect un petit peu plan volé, de loin, les longues focales et tout ça. Pareil, tu vois, tu fais en fonction des contraintes aussi et de t'adapter, en fait. C'est ça, je pense, que est plutôt chouette. C'est ça un peu le truc du kino aussi, c'est qu'il faut faire... Toi, tu as envie de faire joli, mais il faut faire vite. Exactement, c'est combiner les deux, savoir faire avec, et puis en même temps, il faut donner tu donnes le meilleur de ce que tu veux avoir, quoi, l'image la plus belle avec les contraintes que tu as, c'est-à-dire pas beaucoup de temps, pas beaucoup de moyens, de techniques et pas beaucoup de personnes pour faire les choses. Du coup, tu es un peu tout seul. Moi, j'étais tout seul sur la caméra, pas de moyens pour éclairer, donc voilà, donc tu fais en fonction, quoi, voilà. Donc sur ce tournage, Charlie, tu as testé du matériel, tu as testé notamment l'Alpha 7R2 que j'ai ici, n'est-ce pas, qu'on voit ici avec la caméra. Donc j'ai une super caméra avec Antonin qui va me faire des gros plans sur la caméra, mais non, en fait, il faut aussi que le réalisateur passe le gros plan à l'image. Donc là, on est sur un boîtier de chez Sony. Alors, le plus populaire, c'est l'Alpha 7S2, n'est-ce pas, qui est un boîtier hybride photo-vidéo. Moi, j'ai pris le 7R2 parce qu'il a aussi des fonctionnalités photo qui sont assez incroyables, puisqu'il a un capteur qui fait 42 millions de pixels. Donc il a la particularité d'être un peu moins sensible que l'Alpha 7S2. C'est un boîtier qui est sorti il y a maintenant 1 an. Et vous pouvez voir sur ce boîtier ici qu'il y a un prime. Donc un prime, c'est une focale fixe, un objectif cinéma de chez Vedra. Vedra, c'est une marque que j'affectionne particulièrement, qui fait des objectifs pour le cinéma qui sont pas chers du tout et qui ont un look incroyable. Alors tu as tourné toi pour la première fois avec ce duo. Qu'est-ce que tu en as pensé, Charlie ? Tout à fait. Bah écoute, non, moi j'ai pensé le plus grand bien de ces optiques. Elles sont, c'est vrai qu'elles font très pro, comme ça ressemble vraiment à ces optiques primaires que tu peux voir comme Cooke, Zeiss en fond. Et donc c'est plutôt chouette, tous ces bagues qui sont des vraies bagues crantées avec des butées, que ce soit le diaph et le point. Et puis le fait que, par exemple, entre ton 25, ton 50, ton 85, la distance entre ton boîtier et ta bague reste la même. Du coup, ton follow, t'as pas besoin d'aller une fois que tu changes d'optique, t'as pas besoin d'aller le chercher à droite, à gauche. Je vais le montrer avec la caméra. C'est plutôt un gain de temps. On voit ici, tu vois que Antonin, si tu veux bien faire le point, voilà, que en effet, quelle que soit la focale, et c'est ça vraiment qui caractérise les objectifs typés cinéma, les crémaillères qui sont sur les fûts des objectifs sont exactement à la même distance, ce qui fait que quand tu changes ton objectif, en fait, tu n'as pas normalement à régler ton follow focus et ta mate box. Donc le follow focus étant le petit appareil qui permet de démultiplier la mise au point manuelle. Et donc, autre particularité, je l'ai déjà dit moult fois pour ceux qui ne savent pas, la particularité d'une optique cinéma, c'est que ici, il y a une longue course de mise au point qui permet d'avoir une meilleure démultiplication pour avoir une précision beaucoup plus précise. C'est très joli ce que je viens de dire. Sur la mise au point, et il n'y a pas de crantage sur le diaph. C'est-à-dire que sur un appareil photo argentique, sur une optique des appareils photo d'avant où il y avait encore une bague de diaph mécanique, il y a une bague de diaph comme ça qui se tourne, mais ça fait clic, 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 clic. C'est-à-dire qu'on peut difficilement aller caler son diaph entre 2.8 et 3.5. Alors qu'ici, on peut vraiment, il y a une fluidité et il y a une précision absolue sur le diaph et sur le point. Et puis comme c'est le fait aussi d'avoir tes crantages, dans la main, d'avoir tes, comment dire, les crémaillères.
tes repères ici, Oui. ça montre vraiment que c'est fait pour le cinéma, parce que si tu es sur de la photo, tu serais au-dessus en général, tu sais, tes montages sont au-dessus pour que quand tu prennes la photo. C'est-à-dire qu'en effet, l'information, en fait, elle est faite pour l'assistant, c'est-à-dire que l'information de la distance et du diaph sur l'objectif, elle est du côté de l'assistant, elle n'est pas sur le dessus de l'objectif. Parce que quand on est en photo, on regarde son objectif comme ça pour savoir à quel diaph on est, sur le dessus avec une vue plongeante. Et alors que là, en effet, elle est sur le côté. Et on a une répétition de ces informations d'un côté et de l'autre. Voilà. Donc Vedra, c'est une société qui est née il y a moins de 2 ans maintenant, qui est une société basée en Californie. J'ai rencontré le créateur de cette société. C'est une société qui a lancé une campagne sur Kickstarter qui fait des objectifs d'une qualité incroyable et qui sont pas chers du tout. C'est-à-dire que, pour vous donner un ordre d'idée, chez Zeiss, qui sont un peu les maîtres de l'optique, c'est une société allemande, donc il y a Zeiss, il y a Schneider, il y a Leica, il y a d'autres entrants comme Samyang, dont on va parler aussi avec les optiques Xin. C'est une optique cinéma, ça vaut souvent minimum 4-5 000 euros, voire plusieurs dizaines de milliers d'euros pour les plus hauts de gamme. Et là, on a des objectifs d'une qualité assez incroyable et ça vaut 1 000 euros, ça. C'est vrai que c'est pas grand-chose. Voilà. Donc ça vaut le prix d'une bonne optique photo. Et c'est entièrement dessiné justement pour ces nouveaux appareils hybrides. Principalement, on peut les avoir donc en monture E pour mettre sur les boîtiers Sony, donc que ce soit sur les caméras Sony FS7, FS5 et toute la série d'Alpha 7, l'Alpha 6300 aussi dont je parlerai demain. Okay. Donc voilà, moi j'aime vraiment énormément ces optiques parce que je trouve qu'il y a un rendu qui est très sympa. Je sais pas ce que tu en penses, moi je trouve ça. Non, je suis assez d'accord avec ce que tu dis. Ouais, tout à fait, c'est un très bon rendu, un bon piqué et tout ça combiné avec ton capteur à 800 ISO, tu peux facilement fermer du diaph et avoir un bon piqué sur ce que tu as. Moi j'étais très content, là je viens d'étalonner les images qu'on a faites hier et écoute, dans l'ensemble je suis très. T'as étalonné avec Arthur ? Avec Arthur. Ouais. Il a été sage ? Il a été très sage, il a été très patient aussi, très cool. Okay. Et vous avez tourné en log ? On a tourné en log, ouais, tout à fait. S-Log 2, ok. Donc on a quelques rushs. Ouais, voilà, on a un petit rush avant-après. Un petit rush. Ouais, alors est-ce que... Il est plutôt long d'ailleurs, mais du coup, c'est ce fameux travelling qu'on a fait. On va parler dessus. Ouais, comme ça va enchaîner la suite. Je ne sais même pas si on a du son dessus. Non. Voilà. Donc ça, c'est le rush brut. Ça, c'est le rush brut, tout à fait. Voilà. Donc on voit la douceur, on voit le bokeh, on voit le rendu colorimétrique qui est quand même assez chaleureux, ces optiques. Même si on est sur le rendu neutre, donc c'est l'image qui n'est pas étalonnée, ça ? Ah, pas du tout, ouais. C'est très gris. Vraiment sur... Donc pour ceux qui découvrent un petit peu ce que c'est que le log, c'est l'idée, tous les constructeurs ont leur propre log, donc c'est une courbe logarithmique qui est appliquée sur le profil de l'image, qui permet d'enregistrer une image très 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 neutre. Donc il y a très peu de contraste, il y a très peu de colorimétrie, et derrière on va pouvoir avoir le maximum de latitude de correction à l'étalonnage. On voit la super Clémentine encore dans un film d'Ève Dufaux. On se demande ce qui se passe. Clémentine qui joue beaucoup dans les films d'Ève et qui est absolument très drôle et tout à fait délicieuse elle aussi. Voilà. Je crois que c'est sa muse, tout simplement. C'est sa muse. Je pense qu'il y a des liens qui se créent. Clémentine est la muse de Ève. Voilà. Regarde, elle ne peut pas s'empêcher de continuer à la filmer, même sur son écran. C'est ça, elle filme, on ne voit pas la caméra, mais il y a Ève qui est en train de filmer l'écran, qui diffuse l'image qu'elle a filmée pour son film avec Clémentine à l'intérieur. Ça s'appelle une mise en abîme. On va passer tout de suite l'autre rush, donc maintenant qui a été, lui, étalonné, c'est ça ? Oui, tout à fait. Pour voir ce qu'il y a le avant-après, si c'est possible. Donc là, on voit tout de suite, il y a un travail de look qui est assez sympa. Il y a une petite diffusion peut-être qui a été appliquée. Ouais, tout à fait. Ouais. Je crois qu'il a travaillé notamment il a fait. Arthur nous a mis du grain, c'est-à-dire quelque chose pour une petite texture pour avoir une image plus vivante et moins vidéo. Ouais. Voilà. Ce qu'on aime, ce que ça fait bien. Donc vous êtes resté sur un truc qui est pas trop saturé, avec des tons de chair un peu chauds. Ouais. C'est très joli. Exactement. Bon, après, on l'a moins travaillé que les autres parce qu'on a aussi fait des plans. On était sur une plage où là, on était vraiment
un peu surex. Du coup, déjà les blancs qui sont déjà blancs quand on est sur un Loxé, c'était vraiment quasiment surex, quoi. Et en fait, il a pu rattraper ça sans problème et tout ça. Et finalement, on a des très très belles couleurs avec une mer très bleue, un très beau sable chaud. Est-ce que tu connais justement, Charlie, quand tu exposes, toi, tu exposes comment? Quand tu gères ton exposition sur ce genre de Écoute, truc? je regarde à l'œil d'abord. Je regarde à l'œil ce que je vois, si ce que je vois me plaît, et puis je me rassure. Là, sur le boîtier, dans le display, tout en bas, il t'indique un petit peu ce que lui, sa mesure à lui. Du coup, il te dit comment t'es exposé par rapport à ce que lui voit, c'est-à-dire plus 0,3, plus 0,7, plus 1, moins 0,3, 0,7. Donc, c'est les tiers de diaph en fait qui t'affichent. Comment il est par rapport à son gris. Et donc voilà, donc après moi justement, quand tu sais que tu es en log C et que tu as un étalonnage derrière, je me dis que j'essaye de rester autour de ce que je vois. Je me rassure avec ce que je lis, ce que lui me dit, et à partir de là... D'accord. Est-ce que tu as entendu parler de la technique ETTR? Not at all. Alors, not at all. Je vais vous faire une petite parenthèse sur ce que c'est que la technique du ETTR. Donc, le principe, c'est simple, ça veut dire expose to the right. Ça veut dire que quand on est sur un... Alors là, peut-être qu'Antonin, il va falloir que tu viennes. Quand on travaille avec un oscillo, ici, donc j'ai le Shogun Flame de chez Atomos, tu vois, et ici, on a un oscilloscope, ok. Donc, le principe du ETTR, ça veut dire que expose to the right, ça veut dire que tu vas mettre ton niveau, en fait, complètement à droite, c'est-à-dire faire en sorte de protéger toutes tes hautes lumières. Donc en fait, tu vois, on a toujours une courbe qui est plus ou moins ici bombée. Il faut faire en sorte que cette courbe-là, elle soit plaquée ici sur la droite, sans avoir trop de niveau qui dépasse les 1 volt, ici, voilà. Ça, c'est une technique qui est beaucoup utilisée sur tout ce qui est justement signaux log, qui va très très bien sur les systèmes Sony. Alors la particularité, c'est qu'on a tendance à croire que quand on fait ce genre de choses, on est surex en fait, et en fait on ne l'est pas. Donc là, je vais régler. Alors, je ne pense pas qu'on puisse avoir sur la sortie de l'Atomos l'oscillo intégré. Mais on a la possibilité justement de voir le résultat de ce que ça va donner grâce au système HDR de chez Atomos. C'est-à-dire que si j'appuie, je crois que c'est sur ce bouton-là, exactement. Donc on va pouvoir basculer. Donc je vais vérifier qu'on est toujours en profil neutre ici. Là, il faudrait que tu racontes des trucs en plus. Tu vois. Non, il faut meubler un peu. Non, tu ne veux pas meubler. Donc on va prendre la... Est-ce qu'on peut basculer sur la sortie de l'Atomos? Donc là, en fait, on filme avec l'Alpha 7, ok. Donc on voit qu'on est sur une image qui est un petit peu neutre. Et si on revient sur l'Atomos, si on passe la caméra d'Antonin, on va voir qu'on a un système qui s'appelle Atom HDR, c'est-à-dire qu'on va voir en compensation avec cette courbe, justement, qu'est-ce que ça va donner, où est-ce qu'on peut aller et qu'est-ce qu'on peut récupérer dans les hautes lumières grâce au système Atom HDR. Ça, c'est absolument génial. C'est-à-dire que là, si on regarde l'image telle qu'elle devrait être en diffusion en Rec 709, on se rend compte qu'en fait, qu'on est complètement surexposé sur l'extérieur. Mais si on applique le système de lutte, justement, Atom HDR, on voit qu'on n'est pas du tout surexposé. Alors que, et on voit en effet que notre oscilloscope là, nous montre que l'exposition est bonne. Voilà, c'est vraiment un truc qui est assez incroyable. Atomos, pour ceux qui ne connaissent pas, ils fabriquent donc des systèmes qui sont... C'est un écran de très belle qualité. Ça, c'est le Shogun Flame. Il y a 4 modèles. Il y a le Shogun normal, le Flame, l'Inferno et l'autre, je ne sais même plus. Assassin, je crois qu'il s'appelle. Ninja Assassin. C'est toujours des noms de guerriers japonais. C'est une société australienne qui existe depuis pas très très longtemps, qui fait du matériel assez incroyable. Donc là, on rentre en SDI, on sort du boîtier directement dans l'Atomos et on enregistre dans un codec qui est de meilleure qualité que le codec interne. C'est-à-dire que pour revenir un petit peu aux caractéristiques
du Sony Alpha 7R ou Alpha 7S2, hein, puisque c'est à peu près la même chose, sauf qu'il y en a un qui a qui a un peu plus de dynamique. Le S2 a un stop de plus de dynamique quasiment, et il a cette ultra sensibilité qui lui permet de filmer dans très très basse lumière. Le R2 est un tout petit peu moins sensible, quoique. Quoique, on peut aller très très haut aussi. On l'a poussé un petit peu. Et voilà. Donc, mais une des caractéristiques, c'est qu'on a à l'intérieur, donc quand on enregistre sur la carte en interne, on enregistre sur un codec H264 en 4K en 420 8 bits, c'est-à-dire qu'on sabre un peu des informations colorimétriques. Le fait de passer sur un enregistreur avec une compression à 100 mégabits, donc on est quand même pas mal compressé. Ce qui est déjà très très joli. Hein. Je pense pas que tu es. Nous, on est à 50 là-dessus, c'est ça? On est à 100. Ouais. 100 là-dessus, et après là-dessus. Et là, on peut monter à 400, 600. Ouais, c'est ça. Ok, d'accord. Donc en fait, sur le principe justement du Shogun et de tous les enregistreurs de chez Atomos et d'autres marques, c'est qu'on peut avoir une qualité d'enregistrement dans un codec qui sera beaucoup plus noble et beaucoup moins destructif, ce qui permet d'avoir une meilleure qualité derrière pour attaquer justement l'étalonnage. Voilà. Donc je trouve des outils qui sont vachement intéressants aujourd'hui dans le cadre de fiction comme ça, de courts-métrages, de pubs, de petites formes. Moi, j'adore la compacité de ce genre d'outils. C'est se dire que là, on a... j'ai dans les mains une caméra qui permet d'enregistrer une qualité 4K cinéma avec un rendu assez incroyable. Je trouve ça génial. Les rushs qu'on a tournés, nous, c'était en HD, et rien que la HD déjà. Vous avez tourné en HD? On a tourné qu'en HD. D'accord, ça c'est une erreur. C'est une erreur. Je vais t'expliquer pourquoi c'est une erreur. J'ai le droit de faire le maître de conférence. Voilà. J'ai rajouté ma fourmi préférée. Ça, c'est un petit récepteur HF de chez Sony qui se branche directement sans aucun câble sur toutes les caméras Sony. Et c'est absolument génial parce que du coup, tu n'as pas besoin de te soucier de quoi. J'appelle ça la fourmi. On dirait des antennes de fourmis. Voilà. Et ils viennent de sortir, on en parlera demain. Il y a un récepteur qui est capable de recevoir les signaux de 2 micros HF, ce qui est absolument génial. C'est-à-dire que souvent, quand tu es en mode ultra léger comme ça sur des petites caméras, le son, c'est très difficile de s'interconnecter avec un ingé son ou de travailler sur une interview avec un preneur de son avec 2 personnes interviewées sur la caméra. Là, ils ont fait un truc absolument génial. J'en parlerai dans le Pampuri Show demain à 17h. Donc là, je voulais parler de quoi? Je voulais parler aussi des accessoires qu'il y a sur cette caméra. Tiens, je vais faire le point sur toi, ça va être mieux. Regarde comme t'es beau. Wow. On peut passer la caméra de l'Atomos, s'il vous plaît? Alors ça, c'est le point est quand même quelque chose un peu touchy avec cette caméra, et dès qu'on monte en focale, dès qu'on part sur des longues focales, c'est quand même un peu touchy parce que nous, c'est un grand capteur, et du coup, toi, tu n'as qu'un petit écran pour faire le point. Donc à partir de là, c'est aussi intéressant d'avoir ce genre d'écran. En effet, le système Atomos n'est pas qu'un enregistreur, c'est aussi un système qui nous permet d'avoir une meilleure visualisation de son image. Je reviendrai plus en détail sur ce système Atomos, et dans pas très très longtemps, je vais faire une review complète de ce truc-là. Dans les accessoires que tu as utilisés, on a vu ici, on a une cage de chez Shape. Shape, c'est un constructeur canadien, québécois même, qui fait du matos que j'adore. C'est super bien pensé, c'est super bien usiné, c'est précis. Et ils ont fait cette cage pour les Alpha 7 sur lequel il y a plein de points d'ancrage, il y a la possibilité de mettre une poignée, voilà. Et ils ont ici un petit follow focus qui est, ma foi, assez sympathique. Donc il y a tout un système de crosse d'épaule. Voilà. Je ne suis pas un aficionados de l'accessorisation à outrance sur ces petites caméras, parce que je trouve que ça perd un peu de son charme quand on travaille avec trop d'accessoires. T'en penses quoi, toi? Non, c'est sûr, mais après tu gagnes en stabilité. C'est sûr que quand tu es au 85 et tout ça, c'est toujours bien d'avoir une petite épaulière et à tenir à l'épaule pour cadrer et tout ça, pour faire le point. Mais c'est vrai que finalement, et puis même pour faire regarder ce que ton image et tout ça, tu es quand même mieux à l'avoir à la main et pouvoir être derrière ton écran. Quand tu es accessoirisé, tu l'as sur l'épaule, du coup tu es obligé de te torsionner pour voir ton image, et puis tu la vois pas forcément aussi bien que si tu l'avais devant toi, forcément. Donc tu as des plus et forcément tu as des moins quand même. On va revenir un tout petit peu, Antonin, si tu veux bien te rapprocher sur le Shogun.
Juste pour montrer un petit peu quels sont les différents codecs qu'on va pouvoir travailler avec cet enregistreur. Donc le Shogun, que ce soit le Flame ou l'autre modèle, ils sont tous, c'est le principe d'un écran tactile. On est sur un écran qui a un rendu lumineux qui est très très important. Je n'ai plus les données exactes en tête, mais l'idée c'est de pouvoir l'utiliser aussi en plein soleil. Et c'est aussi livré avec un dispositif de casquette qui te permet de te protéger du soleil quand il y en a vraiment trop. Et tout est tactile, c'est-à-dire que là, on a donc la possibilité, comme on l'a vu tout à l'heure, d'afficher tout ce qui est oscillovectorscope en appuyant directement sur un bouton. OK. Donc là, on peut avoir un oscillo qui est en plein cadre. On a la possibilité de passer sur un oscillo qui va être uniquement sur le bas de son image, comme ça. On a la possibilité de passer sur un tout petit oscillo dans le coin. Voilà. On a ici, donc là, on a le choix des entrées. Donc on peut travailler soit sur une entrée en HDMI. Donc là, on voit bien, c'est marqué qu'on est en 4K Ultra HD 25p. Okay. Il reconnaît même l'appareil. C'est-à-dire que là, il voit... Je vais le tourner vers la caméra, ça sera encore mieux. Il voit ici que c'est donc le Sony Alpha 7R2. On voit ici la possibilité de travailler sur la correction de la couleur avec justement un preset de look. Ici, donc il y a marqué 5D Mark III. Je n'ai pas chargé les bonnes luttes parce qu'il faut les télécharger. Et j'utilise pas trop cette fonction, mais c'est intéressant. On a la possibilité d'avoir un trigger. Donc un trigger, c'est un système. Est-ce que tu peux faire le point si tu veux un tout petit peu plus précis? Voilà. En fait, si on active le trigger, c'est en fait quand on va déclencher le rec sur l'appareil, ça va déclencher l'enregistrement aussi sur cet enregistreur. Et ici, on va pouvoir, donc c'est ce qu'on fait actuellement, vu qu'on diffuse en HD, on rentre en 4K d'un côté et de l'autre côté, on sort en HD pour attaquer le TriCaster de VCorp pour la diffusion. Ici, on a le choix justement d'aller changer de codec. Donc dans les codecs, on a à la fois les codecs de chez Avid, que ce soit les fameux DNX, et les codecs ProRes. Donc dans la qualité ProRes, on va du LT jusqu'au HQ, et on va pouvoir même aller plus haut, puisqu'on peut enregistrer aussi quand on a des sources en 10 bits, on va pouvoir aller au-delà encore. Et pareil sur le DNX HD, on peut aller jusqu'à la qualité HQX, qui est la plus haute qualité avec le codec Avid. Et à chaque fois, il nous affiche la durée qui est proportionnelle en fait au SSD qu'on a mis à l'intérieur. Là, j'ai un SSD de 480 Go. Donc on voit, par exemple, si je me mets en ProRes 422 HQ, là, il y a un petit peu de rush dessus, mais j'ai 45 minutes de rush, tu vois, sur un disque qui fait 500 Go. Donc c'est quand même des gros débits. Voilà. C'est sûr que ça n'a rien à voir avec ce que tu enregistres sur ton petit boîtier, quoi. Exactement. On a la possibilité donc d'alimenter derrière. Tu peux rester sur le truc, je vais le retourner. Ici, donc on a le SSD, ok, et ici on a les deux slots pour mettre deux batteries. Ça, c'est les nouveautés sur les nouveaux Shogun Flame et Assassin. Le SSD qu'on peut enlever, les HDSDI, l'entrée pour l'alimentation externe. Sur le côté, on a une prise LEMO pour avoir un éclaté pour brancher des prises XLR, le bouton d'alimentation, la prise casque, et de l'autre côté, on a la possibilité de brancher une remote et HDMI in et out. Voilà. J'aime bien ces joujoux. Je trouve que c'est plutôt sympathique. Ça permet d'avoir une qualité assez géniale pour un prix au final qui est assez contenu. Voilà. Tu as travaillé aussi avec un autre truc que j'ai amené, qui est là. Ouais. Qui est là, on va parler plus de machinerie. On va moins parler de mégabits, de codec et tout ça. Donc ça, c'est le Shark Slider de chez iFootage. iFootage, c'est un constructeur chinois que j'ai rencontré l'année dernière sur le salon NAB. Et ça fait des années que je me dis, tiens, je me payerais bien un slider, mais lequel? Tu vois? Et alors, j'ai choisi celui-là, et je travaille un petit peu maintenant avec eux. Et je vais expliquer pourquoi j'ai choisi ce système de chez iFootage. D'une part, parce que je trouve qu'il a un rapport qualité-prix qui est
assez exceptionnel, puisqu'on est sur un truc, je crois que ça vaut moins de 1 000 € pour le kit de base. On est sur un truc qui est... un slider, ça marche bien à partir du moment où c'est de la mécanique de précision. C'est-à-dire où il faut que ça soit super bien fini, que tout soit super bien ajusté, sinon ça ne marche pas correctement. Ce système donc, de chez iFootage, ce que j'aime beaucoup, c'est qu'ils ont... donc c'est une finition qui est super chic. On est sur des tiges en fibre de carbone. C'est super smooth. Et la particularité, c'est que bon, on peut rajouter un petit moteur pour avoir un système motorisé avec carrément faire du motion control, comme on appelle. Mais quand on l'utilise en manuel, ils ont ce système qui est ici, là, c'est un volant d'inertie. Ça, souvent, quand on t'achète un slider, tu as tes 2 rails, ton chariot, et puis tu slides comme ça. Là, avec le système de chez iFootage, avec ce Char Slider, tu as en plus ce système de volant d'inertie qui, moi, je trouve, apporte un vrai truc et se différencie en tous les cas de ce qui se fait sur le marché dans ce domaine des sliders. Donc, tu as joué avec un petit peu ? J'ai joué avec un petit peu, ouais. On a fait sur le premier plan là qu'on a déjà vu, il est très léger parce qu'on est finalement au 35 mm. Du coup, ça se ressent assez peu finalement quand on regarde les rushs. Mais c'est vrai que c'était très chouette de l'utiliser parce que il était, enfin vraiment, c'est très léger et tout ça, et pourtant ça reste très très fluide, très très smooth. Et du coup, on a pu utiliser faire ce plan bien proprement comme on le voulait, c'est-à-dire avec un léger. On a fait ça sur le plan, il dure à peu près 2 minutes, quelque chose comme ça, et on le voulait tout au long du plan, quoi. Et avec ça s'est passé. On n'a pas eu de soucis du tout, quoi. On n'a vraiment pas eu de choc. Et du coup, moi, je me suis occupé de ça. Et puis, donc c'est Eve qui a fait le point là-dessus et sur ce plan. Et c'est vrai que ça s'est vraiment très très bien passé. Donc voilà. Okay. Donc le truc qu'il faut signaler sur ce système de slider, c'est qu'on a des extensions. Je vais vous montrer vite fait. J'ai plein de bazar autour de moi, comme d'habitude. J'ai envie de dire, que ce soit chez moi ou ailleurs, j'ai toujours plein de trucs à montrer. Voilà. Donc ici, on est sur, je crois que ça fait 80 cm. On peut tout simplement doubler. En fait, c'est livré avec 2 tubes d'extension pour doubler la distance, en fait, la longueur de ce slider. Et je vais vous montrer en live comment est-ce qu'on fait. Alors là, il va peut-être falloir passer sur une caméra un peu large. Comment est-ce qu'on fait pour mettre les tubes d'extension sur ce slider. Tout simplement parce que là, en fait, on n'a pas bien vu sur comment ça fonctionne. Le volant d'inertie, en fait, il est entraîné par un système de courroie à l'intérieur. C'est ça qui fait toute la magie du système. Alors là, je peux difficilement montrer à l'image. C'est vraiment une histoire de sensations et de choses qu'on perçoit quand on touche et on sent. En fait, ça crée un espèce de système de contrepoids qui va rajouter un côté super smooth et je sais pas comment expliquer ça avec des mots. Toi, tu saurais expliquer qu'est-ce que ça apporte, ce système de contrepoids là, de volant d'inertie ? Ouais, non, comme tu dis, le terme smooth est plutôt bien approprié. Malheureusement, en français, une douceur, ouais, c'est ça, une douceur, une facilité d'utilisation pour que tu aies des mouvements qui soient les plus doux possibles et les plus fluides, quoi, tout simplement. Je sais pas. D'accord. Bon, on trouvera une solution pour vous expliquer les sensations qu'on ressent avec ce truc-là. Donc la particularité quand on retourne le slider, c'est qu'on voit ici ce système de courroies crantées. Okay, c'est des courroies très très solides. Et donc si on change la taille des tubes, on va devoir changer la taille de cette courroie crantée. Et là on se dit, oh là là, galère. Ah ben non, pas du tout galère, parce qu'en fait il suffit de dévisser ici et on enlève la courroie en quelques secondes. C'est assez génial. Enfin, moi, je trouve que c'est vraiment bien pensé. Tu vois, en quelques secondes, tu peux changer ta courroie. Tu as juste à desserrer ici une petite molette et hop, la courroie, elle est enlevée. Et comment est-ce que je vais rajouter de la longueur à ce slider ? Là, il faut que tu me suives, Antonin. Donc, je vais juste dévisser ici ces 2 petits bitoniaux en aluminium anodisé rouge qui sont très très mignons. On voit ici qu'au bout de la tige en carbone, on a un insert en métal. Je pense que c'est de l'aluminium. Et ici, donc je vais prendre un tube. Okay, on a juste à visser.
je visse un premier tube. Hop. Ah. Je vais visser le deuxième tube. Je le fais en direct. Normalement, il faut mettre une petite musique, genre téléachat, tu vois. Ah, ça fait pop, c'est comme le bon vin. Voilà. Je visse le deuxième tube. Et là, je suis passé en quelques secondes d'un slider qui mesure 80 cm à un slider qui mesure 1,60 m. Ça me paraît un peu beaucoup, mais bon. Voilà. Donc là, après, il suffirait, tiens, je vais te rendre à contribution. Il suffit juste de rajouter à la place de remettre la sangle en la faisant passer. Tout est bien pensé pour qu'on aille récupérer la sangle à l'extérieur pour repasser dedans. Bon, là, je ne l'ai pas sorti, la sangle, mais je pourrais faire la démo aussi. Et voilà, moi je trouve ça très chouette. J'ai aussi l'extension qui permet d'avoir un slider motorisé avec une tête motorisée 2D qui s'appelle la tête X2 Motion que j'utilise aussi pour faire des time-lapse, c'est-à-dire que tu peux programmer ton mouvement en fonction de la durée de ton time-lapse. Si tu dis je vais tourner pendant 5 heures, eh ben, ça fait clac, ça avance de quelques millimètres. Ça déclenche l'appareil photo pour prendre la photo, ça fait tourner la tête comme tu veux et ainsi de suite. J'en parlerai un petit peu plus en détail dans une review qui sera diffusée à partir de cette semaine, voilà, sur ma chaîne YouTube. Voilà. Et ben, en fait, je crois que c'est tout ce qu'on avait à se dire pour aujourd'hui. Tu avais des trucs à rajouter, toi ? Non, écoute, moi j'ai beaucoup, ne serait-ce que j'ai beaucoup apprécié travailler avec ce slider qui était vraiment très chouette, et puis l'Alpha 7R, ces optiques qui étaient vraiment cool hier. Ça y est, je viens de comprendre pourquoi j'aime bien les sliders. Ça me rappelle les trains électriques de mon enfance. On peut en parler un peu ou pas ? Vas-y. Excusez-moi. Allongez-vous, on va parler de votre enfance. On va parler des trains électriques de mon enfance. Bon, bah, super. C'était à peu près tout ce que j'avais à vous raconter sur ce premier épisode du Pampuri Show. Modestement, ça s'appelle le Pampuri Show. Tu me trouves modeste ou pas ? On peut en parler. Non, j'ai rigole. D'accord. Donc on a parlé de tout ça, on a parlé Atomos, on a parlé du Sony A7R2, on a parlé... je vais peut-être redire un petit truc, pour ceux qui utilisent les Sony Alpha 7, il y a une énorme connerie de chez Sony que j'adore, hein. Excusez-moi les gars, mais les batteries, l'alimentation électrique, c'est des toutes petites batteries à l'intérieur de ces boîtiers. Ça ne dure pas très très longtemps, c'est-à-dire que là, elle était au début du show, qui a duré un peu plus d'une demi-heure, on est à 34 minutes. On était à 82% d'autonomie, là on est à 37 alors qu'on n'a rien enregistré, il est juste resté allumé. Donc l'autonomie est assez mauvaise. Pour ça, ils ont dit, oui, mais on peut l'alimenter via un power bank, c'est les trucs de téléphone en fait, en branchant une prise USB. Le seul truc qu'ils oublient de dire sur la notice, c'est que si ta batterie à l'intérieur elle n'est pas pleine, ça ne fonctionne pas. Donc tu ne peux pas travailler d'abord sur la batterie et après sur l'alimentation externe. D'accord. Il faut absolument que la batterie soit chargée, et de préférence à bloc, parce qu'il y a un système de relais entre la batterie externe et la batterie interne. C'est absolument nul, je suis désolé, mais voilà, je me suis fait planter moi un jour en tournage en me disant tiens, la première fois, tu vois, je finis d'utiliser ma batterie, j'ai dit ok, maintenant je passe sur l'alimentation externe, et en fait non, tu l'as dans le cul, tu le tutu, il faut que ça soit chargé à fond, quoi. Il faut qu'elle soit chargée à fond, il faut mettre ça suffit pas. Voilà. Ok. Donc ça, c'est vraiment un truc qui est important à signaler à ceux qui ont envie d'utiliser, que ce soit l'Alpha 7 R2, le 7S2, l'Alpha 7 II et l'Alpha 6300. Ils sont tous sur cette base-là, et c'est un petit peu dommage. Eh bien, c'est le moment de nous dire au revoir. Et à bientôt. Merci Charlie de ta participation. C'est un plaisir pour cette première. J'espère avoir été à hauteur. Je vais dire au revoir à la caméra là. Sinon, je dis au revoir à la caméra. Salut les geeks lumineux. On se retrouve demain à 17h donc en direct pour le numéro 2 du Pampuri Show en direct de Offcourt Trouville. Et cette émission sera rediffusée. Vous pourrez aussi la voir en replay sur ma chaîne YouTube. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube d'Offcourt et à vous abonner aussi à ma chaîne Emmanuel Pampuri. Vous cherchez sur YouTube parce que plus on est d'abonnés et mieux ça se passe.
Hein, et voilà, et on a besoin de vous, et sans vous, on n'existe pas. On est, je l'ai déjà dit, on est un peu, on est transparent, on sent la carotte, on est comme un pet de lapin sur une toile cirée. Salut les geeks lumineux, à demain.